Gauthier Clair, donc de la Tour du Valat. Vas-y, explique-nous un petit peu les enjeux de cette biodiversité un peu menace, on vient de nous dire. Ouais, donc je commence pour faire suite à ce qu'a dit Serge, de nous parler des changements globaux. Donc là, je vous montre une photo, en fait, une approche locale. Ça, c'est ce qu'on peut voir vu depuis la Camargue. Donc, au lieu de biodiversité, ça, c'est quand on regarde sur le flanc est de la Camargue, ce qui s'y passe. Donc, c'est ici, hein, c'est Aix, Marseille, Fos-sur-Mer. Donc là, on a un peu tout. On a les échanges mondiaux avec le commerce, le port, l'aéroport, l'urbanisation, la pollution. Vous avez un petit peu de développement durable en haut à droite, avec quelques éoliennes. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement, c'est les changements globaux. Donc ça, c'est la modification des habitats, la modification des écosystèmes. Et donc tu peux mettre la deuxième diapositive. Pardon, non, excuse-moi, pour revenir. Voilà. Ça, c'est ce qui explique en fait à la fois la crise de la biodiversité, c'est à la fois la perte d'espèces ou de nombre d'effectifs pour certaines espèces, et puis aussi l'émergence de plein de nouvelles maladies, comme l'a dit Serge, avec des mêmes causes qui sont la transformation des écosystèmes. Et quand on transforme les écosystèmes, on transforme aussi les écosystèmes des parasites, donc des virus, donc des bactéries, et on modifie en fait l'état des lieux. Là, donc, ce que m'a demandé de vous présenter Gilles, donc très brièvement, c'est un aspect très particulier en quoi la biodiversité peut être une barrière à la diffusion de certaines maladies. C'est ce qu'on appelle l'effet dilution. Donc pour essayer d'illustrer ça, mais très rapidement, parce que c'est une notion qui est quand même assez... normalement, on met du temps pour l'expliquer. Vous avez à droite un milieu où il y aura énormément d'espèces différentes, une très grande biodiversité. À gauche, un milieu où il y a très peu d'espèces ou très similaires. Donc là, j'ai mis en parallèle les animaux domestiques à gauche, par exemple, et une biodiversité dans un milieu sauvage à droite. Et ce qu'on constate, en général, c'est qu'il y a, pour certaines maladies infectieuses et en particulier avec des liens vectoriels, avec une transmission par un moustique ou par une tique, vous avez là où il y a le plus de biodiversité, une prévalence plus faible de certaines maladies. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet dilution. Donc c'est quand... faut imaginer par exemple un moustique qui est adapté à une espèce et va se retrouver face à des dizaines d'espèces différentes et il va aller piquer une espèce pour laquelle il n'est pas adapté. Donc en fait c'est un peu des piqûres qui sont perdues pour la transmission du pathogène. Donc il y a moins de prévalence, moins de possibilités pour la maladie ensuite de se développer, alors que s'il n'y a qu'une seule espèce auquel il est adapté, eh bien la maladie va se répandre et pouvoir se développer extrêmement facilement. Donc là, ensuite, c'est un exemple, donc celui qui illustre en fait le mieux par la littérature scientifique cette notion. Vous avez la maladie de Lyme, donc c'est une maladie qui est en émergence, notamment en Amérique du Nord. Et là, ce graphique vous montre le nombre de cas humains corrélés au nombre d'espèces de petits mammifères présents dans les États américains. Et ce qu'on voit, c'est que plus il y a d'espèces de petits mammifères présentes, moins il y a de cas humains détectés. Donc là, par exemple, ça a été montré à gauche, vous avez un opossum et à droite, vous avez la souris à pattes blanches. La souris à pattes blanches, c'est le réservoir le plus apte à la maladie de Lyme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les tiques, par exemple, quand l'opossum est présent, vont aller piquer l'opossum, vont aller transmettre aussi ces bactéries, mais ces bactéries vont pas arriver à se développer. Donc, ces piqûres sont perdues pour la maladie. Inversement, quand il n'y a plus que des souris à pattes blanches, pour schématiser, toutes les piqûres seront efficaces et la maladie va être de plus en plus présente, donc enfin, la bactérie présente dans l'environnement, et augmenter la probabilité en fait de passer à l'homme. Un autre exemple, donc le virus West Nile. Donc ça, c'est un virus qui a été présent dans les années 60 en Camargue et qui a été présent très récemment dans les années 2000 ici dans le secteur, que ce soit dans le Var ou en Camargue. Donc à l'origine, donc ça illustre aussi les changements globaux. À l'origine, c'est un virus qui était connu qu'en Afrique. Maintenant, il est en émergence dans le bassin méditerranéen en Europe. Et puis, avec les échanges, il a réussi à traverser l'Atlantique. Il est arrivé à New York en 1999. Et là, ce qui a été remarquable, c'est qu'il a réussi à se diffuser dans l'ensemble du continent américain. Mais ce qui a été montré aussi là pour cette maladie, c'est un effet dilution. Là où il y avait le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux sauvages, il y avait moins de cas humains. Donc là, c'est une transmission par les moustiques. Et là, on essaie de l'expliquer aussi, où les moustiques vont, s'il y a plus de réservoirs, s'il y a plus d'oiseaux, vont plus avoir tendance à piquer les oiseaux et donc moins les humains. Donc baisser la probabilité de transmettre cette maladie, donc la fièvre du Nil. Enfin, le dernier exemple
Là, cette fois-ci, c'est la notion plutôt de virulence. Donc ça, c'est les grippes aviaires. Donc ce sont les virus de grippe. Donc on a entendu parler du H5N1 hautement pathogène, mais en fait, il y a énormément de grippes différentes qui circulent. Il faut savoir que dans la faune sauvage, il y a des dizaines, des centaines de souches de virus de grippe, mais qui ne posent pas de problème. Elles sont faiblement pathogènes. Elles sont dans leur milieu naturel. Et les formes hautement pathogènes, donc ça c'est le graphique de gauche, vous voyez qu'elles sont en émergence très forte depuis les années 50. Donc vous voyez, vous avez des cas. Donc alors c'est pas le H5N1, c'est le H7N7. Voilà, il y en a différentes formes. Vous voyez, dans les années 90, on était, voilà, on va dire, à 7 épisodes différents. Et là, on a des centaines maintenant, actuellement, avec le cas du H5N1 hautement pathogène. Et ça se passe dans l'avifaune domestique et non pas dans l'avifaune sauvage. Et on l'explique. Alors là, à droite, vous avez un graphique qui montre la production de canards en Chine. Vous voyez cette augmentation exponentielle. Donc on explique cette émergence en fait des formes hautement pathogènes par les pratiques actuelles d'élevage avec donc une densification de ces élevages, une uniformisation aussi de la biodiversité. Et alors qu'inversement, dans la faune sauvage, où il y a énormément de biodiversité d'espèces et en termes d'effectifs, ces formes hautement pathogènes, si parfois elles émergent, en tout cas elles ne se maintiennent pas, on ne les détecte pas. Voilà, donc ça c'est cette notion aussi de biodiversité et de virulence plus ou moins forte de pathogènes. Et voilà. Merci Michel, je pense que très clair. Très clair parce que pour la première fois, on arrête de me dire que la biodiversité c'est dangereux, mais qu'au contraire, heureusement qu'il y a un grand nombre d'espèces qui peuvent diluer, qui peuvent aider. Et comme tu l'as dit, c'est plutôt nous qui avons notre cas avec des densités d'élevage qui permettent justement des diffusions plus rapides de maladies réémergentes. Mylène, alors, ces moustiques, directeur de recherche à l'Institut des sciences